Le conférencier de ce soir, c'est M. Jean-François Clich, qui est journaliste pour Le Soleil depuis 2001. Il couvre la science depuis 2007 avec des chroniques, une chronique qui s'appelle Vérification faite et une autre chronique qui s'appelle Science au quotidien. Il est chroniqueur aussi à Québec Science, une chronique qui s'appelle Polémique, ça traite de la science qui fait controverse, et aussi à la radio publique. J'ai oublié de lui demander quel poste, par exemple, peut-être qu'il pourra nous le dire tantôt. Et il a aussi son blog Science dessous. Il a publié 2 livres, Fake News, le vrai du faux, le vrai, le faux, la science en 2020, ce dont il va nous parler ce soir, et La science de votre sous-sol jusqu'aux étoiles, qui est publié en 2010. Alors, je laisse la parole maintenant. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de consacrer un samedi soir à m'écouter parler de sciences et de médias. Comme M. Bellet a dit, je suis journaliste scientifique pour Le Soleil principalement. C'est à Radio-Canada que j'ai aussi une chronique les mardis dans l'émission du retour de Guillaume Dumas, l'émission du retour ici à Québec. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est une présentation que j'ai faite par bout, là, que j'ai déjà faite avant. Et il y avait des données là-dedans que j'avais compilées au sujet de la couverture médiatique que les journalistes ont faite au sujet de certains sujets, certains dossiers qui sont très techniques, là, très techniques et scientifiques. Parce que comme journaliste scientifique moi-même, pendant longtemps, je voyais des fois des affaires passer qui me dérangeaient. Fait que j'ai fini par compiler des données à ce sujet-là, qu'on va voir en partie, que j'ai aussi, qui m'ont aussi fait un morceau de livre, là, parce que le livre dont M. Bellet parlait, Fake News, le vrai, le faux, la science, c'est paru cet automne aux éditions Multimonde. C'est essentiellement un recueil de mes chroniques. Chronique Vérification faite. Il y a aussi ma chronique Science du dimanche, puis quelques billets de blog à travers. Et donc, ça a fait quand même ces données-là que j'ai présentées, que j'ai fini par mettre par écrit. Là. Ça fait un petit bout quand même du livre, bout que je pense important là, parce que c'est du contenu original et c'est comment dire, je fais des critiques là, au sujet des médias qui, je pense, sont importantes. Donc, on peut commencer. Je vais partager ma présentation. Science et médias, quel mélange? Est-ce que la science est soluble dans les médias? Monsieur Bellet va sans doute vous dire que ça dépend du pH, mais ce qu'on va faire comme présentation, c'est que je vais commencer par, je m'excuse pour la faute, une couple d'anecdotes. Je vais commencer par une couple d'anecdotes. Ça va permettre de placer quelques concepts là, sur lesquels je vais revenir. Ensuite, je vais vous présenter une partie, là, quand même une assez bonne partie des données que je présente dans mon livre au sujet d'une couple de sujets qui ont été traités dans les médias dans le passé. Mots de tête, petits et gros, c'est surtout des mots de tête. Les plus gros mots de tête, je pense, sont pour les journalistes. Là. Et ensuite, on pourra prendre une période de questions. Donc, première anecdote. Si on revient dans le passé, au printemps 2009, quand on était dans une autre pandémie, donc celle de grippe porcine, la fameuse AH1N1, qui, comme elle a été rebaptisée de façon un peu abusive, mais bon, à ce moment-là aussi, d'ailleurs, la santé publique du Québec, c'était surtout la santé publique du Québec. Il n'y avait pas vraiment le gouvernement à ce moment-là, contrairement à maintenant, mais il y avait une conférence de presse qui était faite quotidiennement pour tenir un peu monsieur et madame tout le monde à jour. Et ce qui, à la toute première conférence de presse, j'y avais assisté avec de nombreux collègues, et à ce moment-là, une chose qui était un peu bizarre, épeurante, épeurante d'un côté, mais un peu confondante de l'autre, c'était qu'il y avait des chiffres qui sortaient d'un peu partout et qui semblaient contradictoires. Il y avait des chiffres qui sortaient du Mexique et qui vraiment là, étaient des chiffres de mortalité qui étaient... c'était pas les pires, là, mais ça reste catastrophique. Là, c'était quelque chose comme autour de 10% de mortalité pour cette grippe-là. Là, c'est vraiment énorme. Là. La grippe saisonnière, c'est de l'ordre de mémoire 0,01% ou 0,1% dans ce coin-là.
Mais donc là, c'était 10%, mais il y avait, à ce moment-là, au moment où de la première conférence de presse du docteur Alain Poirier, qui était directeur de la santé publique à l'époque, il commençait à y avoir d'autres chiffres qui sortaient de France, d'Europe, des États-Unis. Puis là, on était plus à 0,1%. On était plus dans quelque chose, des chiffres de mortalité tout à fait normaux. Là. Donc, il y avait comme une espèce d'énorme contradiction entre les deux. Il y avait une journaliste de Radio-Canada qui avait la question avant moi, puis qui avait soumis ça à Dr Poirier. Puis Dr Poirier lui avait dit, ben, écoutez, au Mexique, ça a été les premiers frappés. Ils ont eu, ils ne l'avaient pas vu venir. Ils n'ont pas non plus des réseaux de surveillance comme des pays plus industrialisés tels que le Canada, la France, les États-Unis peuvent avoir. Et donc, les chiffres qui sortent du Mexique, ce sont surtout des chiffres de mortalité parmi les cas hospitalisés. Donc, si c'est des cas hospitalisés, bien évidemment, ce sont les cas les plus graves. Et donc, ça va gonfler énormément les chiffres de mortalité. Le docteur Poirier avait dit, on pense que les chiffres beaucoup plus... les chiffres de 0,1%, les chiffres qui sortent d'ailleurs, reflètent beaucoup mieux la réalité. Fait que moi, j'avais la question suivante. Ça m'a quand même assez étonné parce que ça faisait des semaines que les médias faisaient beaucoup de millage sur cette grippe-là. Fait que j'ai dit, écoutez, docteur Poirier, là, si je vous comprends bien, là, cette grippe-là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que cette grippe-là, du point de vue de la mortalité du moins, ça s'enligne pour être une grippe, somme toute, assez banale. Tu sais. Et Dr Poirier m'a répondu à peu près textuellement, oui, c'est en plein ça que ça veut dire, mais on ne veut pas prendre de chance. Bon, il y avait une salade peut-être un peu plus politique, un message un peu plus politique à faire passer. Il disait, on ne veut pas prendre de chance, c'est pour ça qu'on prend différentes mesures par telles que blablabla. Bon, il avait fait son boniment. Puis moi, le lendemain, je m'étais dit, ben là, coudonc, cette grippe-là, à propos de laquelle on fait tant de millage, il y avait même, je pense, des réseaux de télé qui avaient fait, il y a un réseau de télé qu'on ne nommera pas par Charité chrétienne, qui avait fait un topo sur le fait que la morgue de Montréal avait commandé des linceul supplémentaires pour se préparer. Mais donc, les propos du docteur Poirier, moi, ce que ça m'avait inspiré, c'est que j'avais mis dans le titre, puis c'était ça l'élément de nouveauté. J'avais fait ma nouvelle avec ça. J'avais écrit que ça s'enlignait pour être, somme toute, une fausse alerte essentiellement. Et puis, l'élément de nouveauté, c'était vraiment ça, là, mais quelle ne fut pas ma surprise le lendemain matin de me rendre compte que j'avais été le seul, littéralement le seul, non seulement à l'idée sur cette idée-là, mais le seul à en parler purement et simplement. Et j'ai vérifié dans un site d'archives médiatiques qui s'appelle eureka.cc, dont je vais reparler aussi quelques fois pendant ma présentation. J'ai vérifié, puis il y avait effectivement ce passage-là de la conférence de presse. Personne d'autre ne l'avait repris. Ce qu'il faut quand même le faire. Là. Ça faisait des semaines et des semaines que la planète entière s'inquiétait. Là, on avait la santé publique qui, sur la base des meilleures données disponibles, nous disait que finalement, il n'y a pas grand-chose. On ne veut pas prendre de chance, mais ça s'enligne pour être pas si pire que ça. Et aucun des journalistes, tous les journalistes présents se sont tous auto-convaincus que ce n'était pas pertinent d'en parler. Fait que ça, ce que ça me permet de dire, la raison pour laquelle je parle de cette anecdote-là, c'est que ça illustre vraiment à quel point, ça illustre un peu ce que les sociologues appellent une structure sociale, le genre de structure sociale dans lequel les journalistes se trouvent. Un journaliste, c'est quelqu'un qui est payé pour trouver des histoires à raconter. Si vous payez des gens pour faire ça, c'est une forme de conflit d'intérêts, entre guillemets, là, si on veut, d'une certaine façon, parce que ça va orienter le jugement des journalistes. Quelqu'un qui est payé pour trouver des histoires à raconter va avoir beaucoup plus tendance à focusser sur les raisons qu'il y a de parler de quelque chose plutôt que sur les éléments qui diminuent la portée de l'histoire ou qui même vont la détruire complètement, l'histoire. Et ça, je pense que c'est une très belle illustration. Je vais vous en donner une couple d'autres illustrations. C'est un peu la même chose. C'est vraiment la même idée. Puis ça, je vais vous donner
c'est deux exemples d'un même travers que les médias ont. C'est-à-dire que quand on parle, comme j'ai dit, un journaliste, c'est quelqu'un qui est payé pour trouver des histoires à raconter, mais non seulement ça, mais ce qui est valorisé, c'est d'en trouver le plus possible, le plus souvent possible et les plus grosses possibles pour que ça amène le plus de clics possible vers les sites, les plus gros chiffres de consultation. Et c'est ça qui est valorisé dans le métier. C'est pour ça qu'on est payé, c'est ça que les patrons nous demandent, à tort ou à raison. Là, vous me le direz peut-être à la fin là, de la présentation. Mais donc, à cause de ça, on a ça va biaiser vraiment ça va orienter les choix qu'on va faire dans qu'est-ce qu'on va présenter, à qui on va parler, mais qu'est-ce qu'on va présenter. Ça, c'est un exemple d'une étude ou d'un rapport qu'un organisme militant avait fait aux États-Unis. Ça, c'est paru dans ce que je vous montre là, évidemment, dans le USA Today, ça fait une couple d'années. Puis ce rapport-là disait qu'il y avait du glyphosate qui avait été détecté dans 95% des bières et des vins américains. C'était ça qui était présenté, 95%, c'est un très gros chiffre, ça a l'air énorme, mais ça, un travers qui est vraiment fréquent et répétitif, c'est un thème vraiment récurrent chez les médias, c'est que quand on parle de pollution beaucoup ou de trucs toxiques, on va focuser, on va présenter uniquement ou très principalement le taux de détection, parce que ça donne le plus gros chiffre. Puis on fera peu ou pas on dira presque rien et souvent même absolument rien. Et ça, c'était le cas dans cet article-là du USA Today. On dira absolument rien au sujet des concentrations. Dans le cas de cette étude-là, moi, j'étais allé voir quelles étaient les concentrations dans l'étude elle-même. Et la concentration la plus forte qu'ils avaient trouvée, c'était dans un Sauvignon blanc, si vous voulez le savoir. Et c'est la concentration la plus forte qu'ils avaient trouvée. Je l'avais comparé au seuil de Santé Canada pour le glyphosate, parce que évidemment, c'est ça de ça dont il est question. Je l'avais comparé au seuil de Santé Canada. Et pour un adulte si ma mémoire est bonne, j'avais fait le calcul avec un adulte de 70 ou 75 kilos, quelque chose comme ça, là, un homme moyen, là. Un adulte avait besoin, pour atteindre le seuil maximum recommandé par Santé Canada, il fallait en boire 41 litres par jour. 41 litres de vin par jour. Évidemment, ça tue complètement l'histoire. Parce qu'à 41 litres, si vous buvez 41 litres de vin par jour, ce n'est pas le glyphosate qui va vous tuer, c'est sûr et certain. Mais donc, ça tuait complètement l'histoire et par conséquent, le journaliste n'en a pas dit un mot, malheureusement. Donc, il a mené ses lecteurs un petit peu en bateau. N'a présenté que ce qui laissait croire qu'il y avait là une histoire, une menace, quelque chose qui valait la peine d'être dit, puis les éléments qui diminuaient ou qui anéantissaient complètement cette apparence d'histoire-là. Il n'en a juste pas parlé. Quand je vous dis que c'est une habitude que les médias ont, c'est vraiment ça, c'en est un autre exemple. Ça, c'est un article qui est paru dans Le Devoir. Puis je ne dis pas ça parce que Le Devoir est un concurrent. Le Devoir est un très, très, très bon journal là, que j'aime beaucoup de manière générale. Mais ça, dans cet article-là, Le Devoir faisait le résumé d'une étude qui avait été faite, je ne me souviens pas si c'était à l'UQAM ou à l'UDM, mais en tout cas, c'était un des deux. Et ce que cette étude-là, l'idée de cette étude-là était vraiment excellente. Là. Ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient pris des échantillons d'eau dans le fleuve Saint-Laurent et dans quelques-uns de ses tributaires, si ma mémoire est bonne. Puis l'idée, c'était que il y a beaucoup de municipalités qui prennent leur eau potable dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, d'où l'intérêt de mesurer des concentrations de pesticides. Ils n'avaient pas fait seulement le glyphosate, ils avaient fait aussi des néonicotinoïdes, qui sont des insecticides aussi dont on enrobe les semences de maïs notamment, et qui, eux, sont d'ailleurs un vrai problème environnemental, là, beaucoup plus que le glyphosate. Et donc, ils avaient mesuré ça, ça avait été publié dans une revue savante et ils avaient trouvé des pesticides dans 99% des échantillons, 84% pour le glyphosate. Et là, ça, c'était les chiffres qui étaient présentés par Le Devoir. On est encore dans
l'attrait des gros chiffres. On est encore dans les taux de détection. Et sur les concentrations, la seule chose que cet article-là disait, c'était que le glyphosate a été détecté à différentes concentrations selon le lieu d'échantillonnage, puis c'était plus élevé dans le cas de certains tributaires. C'était tout. Quand on allait lire dans l'article lui-même, paru dans la revue Savante, quand on le lisait, la concentration maximale qu'ils avaient trouvée, et là, j'insiste là-dessus, c'est un peu comme le vin, ce n'était pas la moyenne, c'est la concentration maximale de glyphosate, c'était 3 microgrammes par litre. L'étude précisait explicitement que c'était environ 700 fois inférieur à la concentration sans effet observée par les plantes aquatiques. Puis la recommandation de Santé Canada pour l'eau potable, c'est 100 fois plus. Donc, et l'article du Soleil, l'article du Devoir, pardon, insistait beaucoup là-dessus sur le fait que c'était dans des endroits où qui prenaient leur eau potable, qui prenaient ça comme eau potable. Du point de vue du glyphosate, en tout cas, encore une fois, cette étude-là avait aussi trouvé des concentrations beaucoup plus quand même inquiétantes, peut-être problématiques dans le cas des néonicotinoïdes, au moins dans certains tributaires, ça c'est sûr et certain. Dans le fleuve Saint-Laurent, il y a un effet de dilution qui est peut-être pas qui fait que c'est peut-être un peu différent, là, mais pour le glyphosate, il y avait manifestement aucun problème du point de vue de l'eau potable, en tout cas. Mais ça, évidemment, bon, cet article-là n'en faisait aucune mention. Donc ça, c'est vraiment, ça nous amène un peu, comme c'est 2 fois le même principe, là, ça nous amène un peu à mi-chemin entre les anecdotes et les données. Parce que, comme j'ai dit, c'est vraiment un thème récurrent, puis j'ai déjà fait des textes sur d'autres exemples qui faisaient exactement la même chose, là. La même faute, toujours mettre les taux de détection de l'avant parce que ça fait les plus gros chiffres possibles. Puis les concentrations, souvent, on n'en parle même pas parce que, justement, ça tue l'histoire. C'est malheureux, mais moi, je pense pas que ce soit de la mauvaise foi non plus, peut-être même pas tout à fait de la malhonnêteté intellectuelle. Souvent, ça peut être des choix inconscients. Comme j'ai dit, un journaliste est payé pour trouver des histoires à raconter, puis les plus grosses possibles. Et quand on met des gens dans cette situation-là, ça va orienter leur jugement. C'est ce que les sociologues appellent un effet de structure. Et c'est pas nécessairement conscient. Ça peut sembler tout naturel pour un journaliste de faire ces choix-là, alors que des fois, il faudrait peut-être prendre un peu de recul. Maintenant, même si on est un peu à mi-chemin ici entre l'anecdote et les données, ça reste quand même assez anecdotique. Comme j'ai dit en début de présentation, j'en ai des données. En voyant justement ce genre de cas-là passer et se répéter, j'ai fini par en colliger des données dans avec des archives médiatiques, donc eureka.cc. J'ai tenu compte uniquement de ce qui s'est publié au Québec. Dans tous les cas, j'ai exclu mes textes de l'analyse. Là, je ne voulais pas m'examiner moi-même. Et pour un premier exemple de dossier très technique, très scientifique, ça a été les gaz de schiste. Donc, j'ai fait une recherche dans eureka.cc du début janvier 2010 au 31 décembre 2012 en Canada français. Gaz et schiste comme mot-clé, ça a donné une certaine quantité de lecture, 13 500 documents en presse écrite et en radio. Et comme je l'ai dit, c'était très technique, là, ce dossier-là, vraiment très technique. C'était de l'ingénierie, c'était une nouvelle façon de faire, c'était de la géologie et de l'ingénierie, un mélange des deux. Mais en ajoutant les mots-clés géologue ou là, j'en ai mis plusieurs, là, géologue, géologie, géophysicien, géophysique, parce que des fois, quelqu'un peut être présenté comme géophysicien ou comme professeur de géophysique. Donc, pour couvrir tous ces éléments-là, j'en ai mis pas mal. Mais quand même, je n'ai obtenu qu'à peu près un peu plus qu'une centaine, donc 1% de tout ce qui s'est publié. Il y en avait à peu près 1% seulement qui citait quelqu'un, un géologue ou un géophysicien. C'est vraiment, pour un dossier aussi technique que ça, comment dire,
un petit peu gênant, je pense, pour les médias. Et encore, le 1%, là, ils n'étaient pas tous pertinents parce que des fois, l'affaire avec ces recherches dans ces archives-là, des fois, c'est juste les mots-clés vont s'y trouver, mais l'article, le texte ou le topo ne porte pas sur ce thème-là. Par exemple, je me souviens comment dire, un texte dans le quotidien à Chicoutimi qui parlait d'un projet de mine un projet de mine, je pense, de terre rare ou quelque chose comme ça. Puis il y avait un géologue qui disait c'est pas comme les gaz de schiste. Contrairement aux gaz de schiste, on ne fait pas de fracturation hydraulique. Donc, ça pogne un peu ce genre de choses-là. Donc, le 1%, en fait, c'est même un peu moins que ça. Puis c'est venu très tard aussi, parce que petit rappel, là, les gaz de schiste, ça a connu une explosion médiatique, littéralement une explosion médiatique à la fin mai 2010. Si ma mémoire est bonne, c'était Le Devoir ou La Presse, je ne me souviens plus trop, mais en tout cas, un des deux avait envoyé quelqu'un en Pennsylvanie où il y avait quand même beaucoup de gaz de schiste qui étaient exploités sur le terrain pour faire un peu Puis c'était déjà très, très, très controversé là-bas aussi, là, aux États-Unis. Donc, c'est un peu pour ça, là, comme il semblait qu'on s'enlignait, il y avait certains des premiers... à ce moment-là, il y avait quelques résultats qui n'étaient pas tout à fait commerciaux, mais qui laissaient vraiment clairement pour la première fois entrevoir là, une exploitation commerciale qui était possible, un potentiel commercial qui était vraiment... qui commençait à être prouvé. Ça commençait, là, c'est le mot important parce que c'était loin d'être aussi prouvé mur à mur que en Pennsylvanie ou en Alberta ou des places comme ça. Mais donc, ce journal-là a publié son papier et là, vraiment, ça a été l'explosion. Comme, quand je parle d'explosion, c'est 13 500 documents en 2 ans. C'est énorme. C'est vraiment gigantesque. Mais donc, fin mai 2010, c'est l'intérêt médiatique commence. Et le premier géologue ou géophysicien qui a été cité dans la presse québécoise, c'est venu... je ne me souviens pas de la date exacte, mais c'est venu à la fin septembre 2010. Donc, ça veut dire 4 mois à faire du millage là-dessus. Et Dieu sait que cet été-là, on en a fait du millage. Ça a été énorme, énorme comme truc. Mais pendant tout cet été-là, pendant 4 mois, on a parlé abondamment d'un dossier aussi technique que ça, sans jamais citer de géologue ou de géophysicien, sans jamais citer de qui que ce soit qui savait vraiment de quoi il parlait. On citait des politiciens, on citait des militants, on citait monsieur, madame, tout le monde qui avait peur. On citait n'importe qui sauf des scientifiques, littéralement. Le premier qui a été cité, c'était Mark Zoback, c'est un Américain qui était une excellente source parce que par la suite, il a été retenu par l'administration Obama pour écrire un rapport. Lui, pendant cet été-là, d'ailleurs, avait publié un rapport au sujet des gaz de schiste. La presse l'avait interviewé au sujet de ce rapport-là. Rapport qui était assez rassurant dans l'ensemble. Mark Zoback, grosso modo, lui, la fracturation hydraulique à proprement parler qui faisait freaker tout le monde, lui, ça ne l'énervait pas ben. Lui, c'était plus des risques. Il voyait plus des risques au niveau de l'entreposage des eaux usées parce qu'évidemment, quand on perce puis qu'on siphonne à de très grandes profondeurs, ben ça va faire remonter des saumures. Il y a aussi toutes sortes de liquides de substances qu'ils mettent dans les liquides de fracturation là, qui peuvent être assez toxiques, mais c'est de l'eau une eau qui est extrêmement, extrêmement salée. Et donc, c'était plus ça, c'était plus le risque de fuite dans des bassins là, qui l'inquiétait, mais il disait d'un autre côté, tu sais, des bassins, c'est un petit peu, c'est quand même assez low-tech, c'est bien maîtrisé, donc c'est un risque qui est connu. Et donc, dans la presse, c'est la presse qui l'avait interviewé, qui avait joué ça fin septembre. Ils n'avaient même pas joué ça dans leur cahier actualité, ils avaient mis ça dans la presse Affaires. Et comme c'était... comment dire, sans doute en bonne partie parce que c'était un son de cloche rassurant. Ce fut la dernière fois que Mark Zoback fut cité dans
dans la presse québécoise. Mais donc, je suis allé voir, comme il y avait juste 1%, par ailleurs, 1% des 13 000 quelques documents qui citaient des géologues, je suis allé voir, c'était qui les géologues et les géophysiciens, c'était qui les experts qu'on citait, donc dans chacun là, de ces 100 quelques topos et articles. Je suis allé voir qui on le citait. Et donc, ceux qui ont quand même une assez bonne mémoire vont se souvenir du nom de Marc Durand, qui est je pense qu'il est retraité maintenant, mais c'est un chercheur à l'UQAM, qui, lui, était très alarmiste. Lui, il était très inquiété par ces histoires-là de gaz de schiste. Il a commencé à être cité peut-être plus vers l'automne et l'hiver d'après, là. Marc Durand, et ça, Marc Durand, c'est un géologue, il avait travaillé un peu aussi à certaines occasions sur la couche dont le nom m'échappe, mais en tout cas la couche géologique qui était visée en bonne partie par l'industrie. Comme j'ai dit, il était inquiété. C'est un expert et donc c'est notre job à nous, quand un expert comme lui sonne tire sur la sonnette d'alarme, c'est notre job de le citer. C'est une excellente chose qu'on lui ait fait de la place comme ça. Il y a certains de ses collègues, pas dans l'industrie, mais par ailleurs, en tout cas dans des conversations privées que j'ai eues avec eux, qui remettaient en question son expertise, mais moi, j'ai pas trop de problème à ce qu'on lui ait donné quand même beaucoup de place, parce que de ce qu'on... D'abord, il sait beaucoup plus de quoi il parle qu'un militant de Greenpeace ou autre. Et ensuite de ça, bon, donc, de ce qu'un journaliste est capable de juger, ça compte comme un expert. Même si c'est peut-être son expertise n'était peut-être pas exactement là, dans le pile-poil dans ce qu'il fallait, mais moi, je n'ai pas vraiment de problème c'est notre job de donner la parole à des gens comme ça. Sauf que là où ça devient un peu plus compliqué, c'est que à partir du moment où on a trouvé Marc Durand, là, on a commencé à trouver que c'était donc bien important d'avoir un expert et un scientifique dans nos papiers puis dans nos topos, parce que ça rend la chose plus solide. T'sais. Mais donc, c'est seulement quand Marc Durand est arrivé sur la place publique qu'on a commencé à citer des géologues. Et comme Marc Durand était très inquiet, accréditait les thèses alarmistes, ben on l'a cité lui. On a cité aussi un peu quand même les géologues de l'industrie, presque autant, mais ça, les géologues de l'industrie, comme source, ça ne vaut pas grand-chose. Je veux dire, ils sont sur le payroll, hein. Fait qu'ils sont en conflit d'intérêts. C'est pas très crédible. Et parmi les autres qu'on a cités, on en a cité quelques-uns parce qu'il y avait des comités d'experts que le gouvernement était en train de mettre sur pied et donc, eux en faisaient partie. Donc, ça a été dans 9 articles qu'on a cité ça. Sur la sécurité et la rentabilité de l'industrie, donc sur le fond de la chose, sur le fond de l'affaire, il y en a eu seulement 9 articles qui ont cité des géologues qui n'appartenaient pas à l'industrie et qui ne s'appelaient pas Marc Durand. Il y a eu aussi des hydrogéologues qui étaient parus devant le BAP pour dire qu'on ne connaissait pas assez le sous-sol québécois puis les mouvements des eaux souterraines pour se prononcer. Ça, ils ont été cités, c'était une bonne chose aussi. Puis bon, les autres, c'était sans doute c'était pas sur le fond de l'affaire anyway. Mais donc, ça montre à quel point on peut... Puis ça, c'est pas anecdotique, c'est vraiment des données. Ça montre à quel point... ça permet de mesurer à quel point les journalistes vont filtrer en bonne partie les expertises. Pour en revenir d'ailleurs sur la sécurité et rentabilité, là, pour en revenir à ça, j'ai oublié de vous mentionner dans les 9 articles, il y en a quand même quelques-uns où que c'était pas au Québec, c'était au Nouveau-Brunswick que ça a été publié. Parce qu'au Nouveau-Brunswick, eux autres, l'industrie ou les projets de l'industrie sont arrivés un peu après. Et donc, ils ont fait une couverture journalistique au Nouveau-Brunswick qui était
plus neutre qu'ici, là, plus solide, à mon avis. Mais donc, ça montre à quel point Marc Durand a été cité 3 puis 4 fois plus que tous les autres experts indépendants auxquels on avait accès. Je pense que c'est malgré tout les mérites que Marc Durand peut avoir. Encore une fois, je n'ai aucun problème à ce qu'un quelqu'un comme... C'est notre job. Je me répète, mais je veux que ce soit clair parce que ce n'est pas une critique à son endroit que je suis en train de faire. Que lui soit cité et qu'il le soit plusieurs fois, c'est notre job de faire ça. Mais c'est notre job de citer les autres aussi. S'il y a une controverse et qu'il y en a d'autres qui sont plus rassurants et qui sont également compétents, aussi compétents que Marc Durand, il aurait fallu les entendre un peu plus, je pense. Mais ça montre à quel point on est payé pour trouver des histoires à raconter et donc on va chercher, on va choisir les sources en fonction de ça. On va choisir les sources qui accréditent une trame narrative qui a été décidée un peu à l'avance. C'est ça que, en bonne partie, que ça nous montre. Dans un autre dossier qui remonte aussi à peu près à la même époque, c'est sûr que c'est moins d'actualité, mais l'affaire avec les dossiers qui sont très d'actualité, c'est que la couverture médiatique n'est pas terminée, fait qu'on n'en a pas, on n'a pas toute on n'a pas la vue d'ensemble. Ça, ce sont des dossiers qui sont vraiment clos d'un point de vue médiatique, et donc on a vraiment la vue d'ensemble sur tout ce qui a été fait. L'affaire Bruce Power. Donc, en 2010, Bruce Power, c'est une compagnie ontarienne qui exploite des centrales nucléaires en Ontario. Et ils avaient des générateurs de vapeur, donc des grosses tanks à eau, où est générée la vapeur qui va activer les turbines. Puis ça, dans les réacteurs CANDU comme on a au Canada, ça ne vient jamais très radioactif parce que c'est pas, si ma mémoire est bonne, ce n'est pas directement en contact. Il y a comme les réacteurs CANDU sont ainsi faits qu'il y a l'énergie est amenée de façon un peu indirecte jusqu'à ce générateur de vapeur-là. Et donc, c'est pas très radioactif. Ça l'est toujours un peu parce que c'est de la radioactivité, ça passe à travers à peu près n'importe où. Fait qu'au fil du temps, il peut y en avoir un peu qui s'accumulent. Donc, Bruce Power voulait faire passer plusieurs de ces générateurs de vapeur-là, c'est à peu près gros comme un autobus, sur le fleuve pour aller les mener en Europe, en Suède, si ma mémoire est bonne, où il y avait une compagnie qui avait l'expertise nécessaire pour enlever la radioactivité. Puis ça aurait permis de récupérer, de recycler le métal, le restant du métal de ces générateurs de vapeur-là. La probabilité d'une catastrophe, là, quand je dis zéro, c'était vraiment le zéro absolu. La Commission de sûreté nucléaire avait fait au sujet de parce qu'il fallait que la compagnie avait besoin de présenter ce projet-là à la Commission de sûreté nucléaire qui devait donner son OK. Et pendant l'étude du projet de transport, la Commission de sûreté nucléaire la CCSN, donc, avait fait un scénario du pire, avait imaginé un scénario du pire, mais un scénario du pire tellement tiré par les cheveux que la tête arrache. Là. Ce qu'ils avaient fait, la CCSN, ils s'étaient dit, supposons que toute la cargaison tombe dans l'eau. Supposons que tous les générateurs de vapeur, je me suis plutôt combien qu'il y en avait, je pense qu'il y en avait une demi-douzaine ou une dizaine en tout cas, supposons qu'ils tombent tous dans l'eau en même temps. C'était assez peu probable. Il y avait été question de transporter ça sur plusieurs bateaux différents, mais mettons que. Puis supposons que toute la matière radioactive se dilue dans l'eau instantanément. Ça, c'était une impossibilité physique, là, parce qu'il y avait une grande partie des composés radioactifs qui n'étaient pas solubles et qui étaient carrément incrustés à l'intérieur du métal. Là. Ça ne pouvait pas aller dans l'eau. Mais mettons que ça le fait. Mettons que c'est ça qui se passe. Puis supposons que ça arrive à 1 mètre d'une prise d'eau potable d'une municipalité. Et imaginons encore qu'il n'y a personne qui fait rien dans la municipalité, puis tout le monde continue de boire de l'eau comme si de rien n'était, 2 litres par jour par personne, pendant 1 an, comme si de rien n'était. Au bout d'1 an, la dose de radioactivité que ces gens-là auraient eue,
même si c'était complètement tiré par les cheveux, c'était quelque chose comme 45 millisieverts. Là, donc, le sievert est une mesure de radioactivité, de radiation qui est ajustée en fonction de la ces radiations-là ne sont pas toutes égales, là, donc c'est ajusté en fonction de la dangerosité et de comment est-ce qu'on est exposé, si on est exposé à l'extérieur ou si c'est les organes à l'intérieur qui sont directement exposés, bon, ce genre de choses-là. Là. Le sievert, le millisievert tient compte de ça. Et 45 millisieverts, c'est plus fort que la norme pour le grand public, norme qui est arbitrairement basse là, au Canada, qui est à, je pense, 2 ou 3 millisieverts, donc c'est nettement plus fort. Mais l'affaire, c'est que pour les travailleurs, quand je dis que c'est arbitrairement bas, c'est qu'en bas de 100 millisieverts, on a l'effet cancérigène est tellement faible qu'on n'est pas capable de le détecter statistiquement. Et à cause de ça, en bonne partie, les travailleurs de l'industrie du nucléaire au Canada, pour eux, le seuil, l'exposition maximale, c'est 50 millisieverts en une année et un total de 100 répartis sur 5 ans. Donc, le 45 millisieverts, pour un travailleur du nucléaire, ça aurait été à l'intérieur des normes. Et ça, je le rappelle, ça, c'était vraiment en imaginant un scénario du pire complètement tiré par les cheveux. Là. Donc, même à ça, même en imaginant ça, on n'était pas capable de voir une catastrophe se passer. Donc, la probabilité, c'était vraiment 0. Mais il y a quand même un scandale qui a éclaté. J'ai compté 75 articles. Ça, c'est sans compter les doublons parce qu'il peut y avoir un article, il y a des groupes de presse. Donc, il peut y avoir un article dans un groupe de presse qui est repris par plusieurs autres antennes de ce groupe de presse-là. Il y a la presse canadienne qui vend des articles à plusieurs médias différents. Et donc, ça, j'ai éliminé les doublons. Donc, j'ai compté 60, parce que ça faisait quelque chose comme 200-250 articles au total, là, en comptant les doublons. Si on les élimine, ça fait 75 articles uniques, publiés en 2010 et 2011 à propos de l'affaire Bruce Power. L'idée d'écarter les doublons, c'est que c'est sûr que quand on veut mesurer l'ampleur d'un scandale ou l'ampleur d'une couverture médiatique, il faut les compter, bien sûr, parce que si un même article est publié à plusieurs endroits, il va être consulté par plus de gens. Mais si on élimine les doublons, moi, ce n'était pas ça que je voulais faire. En éliminant les doublons, on se trouve à focusser sur chaque article. Et moi, ce que je voulais faire, c'était de voir les choix de sources qui avaient été faits par les journalistes. Et donc, ça, pour ça, il faut éliminer les doublons parce que sinon, si c'est un article de la presse canadienne qui a été repris par 12 médias différents, ben, le choix que ce journaliste-là a fait va être multiplié par 12. Là, puis ça n'a comme pas rapport. Donc, c'est pour ça que j'ai procédé de cette manière-là. Et donc, qui on a cité comme source dans ces 75 articles-là? Ben, c'est de loin les politiciens qui sont qui ont été la source la plus citée là-dedans. Sans doute en partie parce que à ce moment-là, il s'est adonné qu'il y a eu une élection fédérale. Ça ne voulait pas dire que ces politiciens-là, ces candidats-là aux élections savaient de quoi ils parlaient, mais bon, ils voulaient. Une campagne électorale, c'est un moment où les politiciens veulent avoir le crachoir encore plus que d'habitude. Donc, ça peut peut-être en expliquer une partie, mais il y avait eu beaucoup aussi de politiciens, parmi ces politiciens-là, beaucoup de maires de petites villes le long du Saint-Laurent, dont, à ma connaissance, aucune n'a de service du génie nucléaire. Donc, c'était vraiment des gens qui disaient un peu n'importe quoi, qui ne savaient pas pantoute de quoi ils parlaient. On a cité donc la Commission de sûreté nucléaire 36 fois dans 36 articles, ce qui est quand même pas si mal. Évidemment, la CCSN était rassurante, sauf que dans aucun de ces articles-là, on a parlé du scénario du pire complètement tiré par les cheveux. Là. La démonstration que je vous ai faite sur la slide précédente, on ne l'a jamais faite. On faisait juste dire la CCSN
estiment qu'il n'y a pas de problème. Et souvent, on citait aussi donc des écologistes et les opposants, presque aussi souvent. Puis ces opposants-là, souvent, ce qu'ils disaient, c'était que, on sait bien, la Commission de sûreté nucléaire, elle marche dans la main de l'industrie, donc ils ne sont pas crédibles. Donc, on citait les experts de la CCSN, mais on les discréditait tout de suite après. Bon, des gens de Bruce Power, PDG, PR, puis des gens de l'industrie nucléaire ont été cités, mais encore une fois, c'est un peu comme les géologues de l'industrie des gaz de schiste. S'ils sont sur le payroll, ils sont en conflit d'intérêts, ils ne sont pas super crédibles. Et finalement, dans un article parmi ces 75-là, on a cité un scientifique indépendant. Et non le moindre, il s'agissait d'Émilien Pelletier de l'UQAR, à l'Université du Québec à Rimouski. Donc, Émilien Pelletier qui est retraité maintenant, mais qui est un des pères de l'écotoxicologie au Québec. Et lui, ce qu'il avait dit, grosso modo, dans cet article-là, dans cette entrevue-là, c'était « Mais qu'est-ce que vous faites là, dans les médias à faire tout un foin avec cette histoire-là? Ça ne peut pas mal virer, ça ne peut pas provoquer une catastrophe. Ça peut mal virer, évidemment, s'il y a un bateau qui coule, ça vire mal, mais ça ne peut pas devenir une catastrophe environnementale ou une catastrophe sanitaire. C'est impossible. Alors, voulez-vous bien arrêter de faire peur au monde avec ça? C'est ça que Émilien Pelletier avait dit à ce sujet-là. Et ce fut la dernière fois qu'il a été, la seule et la dernière fois qu'il a été cité, qu'il a été interviewé par des médias au Québec à propos du projet de Bruce Power. Ce qui, ça commence à être un thème assez récurrent, je pense, c'est assez clair, ce qui montre très bien à quel point, encore une fois, les journalistes sont payés pour trouver des histoires à raconter et on s'arrange pour parler aux gens qui vont aller dans le bon sens. On a une trame narrative. La trame narrative, c'est que c'est dangereux, c'est ça qui amène des clics, c'est ça c'est ça qui amène des clics, c'est ça que les boss demandent. Fait qu'on va s'arranger pour faire ça, quitte à parler comme on le voit, à parler à des gens qui ne savaient absolument pas de quoi ils parlaient. Donc, pour résumer, là, de manière générale, je ne voudrais pas qu'on ait l'impression, qu'on parte ici avec l'impression qu'on ne veut pas citer des journalistes, qu'on ne le fait jamais. Au contraire, les journalistes, ils veulent citer des scientifiques. Quand on a un scientifique indépendant qui dit oui, il y a effectivement un problème ici, oui, ça c'est une menace, oui, il faut faire attention, bien, ça vient accréditer, ça vient donner du poids puis de la crédibilité à un article. Donc, on veut en citer. Et il y a des situations où il y a des scientifiques qui sont abondamment cités. Là. Quand ils ne tuent pas l'histoire, quand ils accréditent la trame narrative qu'on veut, qui est bien crunchy, là, on peut penser, par exemple, au changement climatique. Les changements climatiques, il y a un consensus scientifique là-dessus, et donc il y en a en masse des scientifiques à citer, et on le fait abondamment. Un autre bon exemple de ça, qui est arrivé au Québec, ça a été le projet de pipeline Énergie Est, et en particulier le terminal pétrolier qu'il voulait faire à Cacouna. À Cacouna, juste devant Cacouna, c'est un secteur qui dans le fleuve qui est très fréquenté par les belugas, et en particulier par les mamans belugas et leurs petits. Donc, c'est une espèce de poupounière, enfin, une garderie à beluga, grosso modo. Donc, tous les scientifiques, tous les spécialistes des cétacés disaient tous la même chose, c'est-à-dire ce n'est vraiment pas une bonne idée d'amener un gros trafic maritime, des gros bateaux dans ce coin-là qui vont passer souvent. Ce n'est vraiment pas une bonne idée. Ça peut mettre en péril la survie de l'espèce encore plus, déjà qu'elle est en péril. Ça va empirer les choses. Et tous les spécialistes, il y en a eu quand même plusieurs. Là. On s'entend que des spécialistes des cétacés, des belugas, il n'y en a pas sur les 15 au Québec, mais il y en a eu quand même plusieurs qui ont été cités. Puis donc ça, c'était un cas où on en citait des journalistes, mais quand ils n'accréditent pas la trame narrative qu'on veut, bien, comme on a vu, on va s'en passer, on va filtrer, on va s'arranger pour parler, ne présenter que les aspects
qui font peur, qui cadrent bien avec cette trame narrative-là, où on va s'arranger pour ne parler à peu près uniquement ou très, très, très principalement à des gens qui disent oui, 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 il y a une histoire là, il faut en parler. Donc, c'est ça qu'on fait, malheureusement. Et je pense qu'il y a un prix à payer à tout ça parce que, tu sais, on est tous, il n'y a personne qui est expert en tout, mais on a tous 3, 4, 5 affaires qu'on connaît vraiment très bien. Et donc, tu sais, à toutes les fois qu'on fait ça, à toutes les fois comme le docteur Poirier fait, quand dans la grippe H1N1, on en a fait beaucoup, ben, je pense que quand il y a des gens qui travaillent en santé, qui ont vu les choix qu'on faisait, qui ont vu à quel point on était sensationnaliste et alarmiste, et qui, non seulement, puis que ce n'était pas seulement le cas de un ou deux journalistes, mais que c'était toute la gang là, qui l'était. Et donc, le prix à payer, je pense, c'est la confiance. On perd petit à petit du monde en étant très sensationnaliste. Ça, c'est ce qu'on voit ici, évidemment, c'est la proportion de la population aux États-Unis qui font très ou assez confiance aux médias de masse. Comme on le voit, en début des années 70, il y avait entre les 2 tiers et les 3 quarts des Américains qui faisaient assez ou très confiance aux médias. En 2015, c'était rendu à 40 %. 2016, ça s'était baissé même jusqu'à 32 il y avait eu une espèce d'effet Trump, un peu comme si l'usage que Donald Trump avait fait des fake news et les libertés qu'il prenait avec la vérité factuelle c'était tellement gros qu'il y avait eu une espèce de prise de conscience chez les Américains de l'importance des médias de masse et que puis ça avait comme donné sans doute un point de comparaison flatteur aux médias. Là. Puis après 2016, il y a eu un rebond, mais qui a duré 1 an ou 2, se remonter à 40, 42, 45 % dans ce coin-là. Mais là, en 2019 et en 2020, ça a recommencé à descendre aussi. Donc, la tendance à long terme, je pense, n'a pas été invalidée. Et ça, comme je vous disais, c'est quand à toutes les fois qu'on fait ce genre des choix comme ceux que je vous ai présentés, qu'on fait des choix qu'on fait collectivement, là, tout le métier, tous les journalistes, tous les médias qui ont les mêmes angles morts, les mêmes réflexes sensationnalistes et déformants, il y a des gens qui voient, qui connaissent bien ces dossiers-là et qui voient à quel point on peut faire collectivement une mauvaise job. Et petit à petit, donc, je pense on perd des gens. C'est mon interprétation personnelle. Là, on pourra en parler dans quelques instants quand il y aura la période de questions et de commentaires. Mais moi, je suis pas capable de ne pas faire de lien entre cette façon-là qu'on a de travailler et cette courbe-là de confiance qu'on peut voir aussi si on regarde en termes de nombre d'abonnements des journaux par 100 ménages, c'est en chute libre depuis très longtemps. Puis ça, je pense qu'il y a on parle souvent de la crise des médias comme d'une crise financière parce que, puis c'est en grande partie une crise financière pour la vivre de l'intérieur, ça je peux vous le confirmer. Il y a une partie qui est une crise financière, la publicité qui a migré vers Facebook, Google et compagnie. Et ça a complètement, en tout cas, ça fait extrêmement mal. Là, les médias ont perdu, je ne me souviens plus trop combien, là, quelque chose comme les 3 quarts de leurs revenus ou quelque chose comme ça là, au cours depuis 20 ans. C'est vraiment énorme. Mais je pense que il y avait une crise de confiance d'abord et avant tout. Puis ça, pendant très longtemps, on n'a pas eu besoin dans les médias de s'en soucier de cette crise de confiance-là parce qu'avant l'avènement des réseaux sociaux, les médias, les journalistes occupaient une position qui était sociologiquement très confortable. On était des middlemen. Si tu avais une nouvelle, un communiqué de presse, tu devais passer par des journalistes. C'était
c'était soit que tu passais par des journalistes, soit que tu mettais ton communiqué de presse à la poubelle. C'était ça l'autre option, parce qu'il n'y avait pas encore l'Internet, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Si tu avais une publicité, il fallait que tu passes par les grands médias, ou alors tu allais accrocher tu allais brocher ta publicité sur des poteaux de téléphone, là, puis ça donnait vraiment pas grand-chose. Fait que donc, on était un passage obligé. À partir du moment où Internet est arrivé, et ça s'est accéléré avec les réseaux sociaux, ben, tu n'as plus besoin, tu as une nouvelle, tu n'as plus besoin de passer par des journalistes. Tu as un site web que tout le monde peut consulter. Avec les réseaux sociaux, tu sais, si Chosebin, monsieur un tel, est intéressé par le spin des conservateurs, il n'a pas besoin des médias. Il peut devenir ami Facebook avec le Parti conservateur ou avec le Parti libéral si c'est ça qui l'intéresse, ou avec les péquistes, peu importe, les caquistes. Tu peux devenir ami Facebook avec, tu peux t'abonner à leur fil Twitter, non seulement du parti, mais de tous ces PR qui ont des fils Twitter aussi, puis des pages Facebook. Et, si tu en veux du spin, tu vas en avoir. Là. C'est très, très, très facile à obtenir. Et donc, les médias ne sont plus un passage obligé autant qu'avant. Beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Et donc, puis c'est la même chose avec la pub. La pub maintenant passe beaucoup, beaucoup par Facebook, Google et compagnie. C'est beaucoup mieux ciblé d'ailleurs pour une fraction du prix que ce que les médias écrits chargeaient. C'est quelque chose maintenant c'est beaucoup plus ciblé, beaucoup plus efficace. Bref, ils sont 100 fois meilleurs que nous autres. Et donc, maintenant, quand tout ça est arrivé, on était, je pense, c'est ça que ça montre, les médias étaient déjà dans une position très vulnérable. On était déjà dans une position très vulnérable par notre propre faute, parce qu'on travaille malheureusement un petit peu à la va-vite de manière générale. Là. Évidemment, je ne veux pas mettre tous les médias dans le même panier. D'un média à l'autre, ces propensions-là vont varier. Au sein d'un même média, il y a des journalistes qui sont plus rigoureux, il y en a d'autres qui le sont moins. Là. Fait que c'est pas tout le monde n'est pas également coupable, entre guillemets, là-dedans. Mais je pense que dans l'ensemble, on l'est pas mal tous. Ça ressort peut-être un peu plus avec les sciences, mais je ne pense pas que ce soit tellement moindre dans les autres beats politique, économie, parce que c'est vraiment la même structure là, dans laquelle les médias, les journalistes se trouvent. Trouver des histoires à raconter le plus possible, le plus souvent possible, les plus grosses possibles. C'est le même principe. Donc, je pense que c'est le même constat qu'on poserait pour les autres aussi. Ce qui conclut, grosso modo, je ne sais pas combien de temps j'ai pris, là, mais ce qui conclut, grosso modo, ma présentation. Et on pourrait passer à une période de questions si vous le voulez. Oui, Antoine Zborowski, moi je suis doctorant à l'Université de Moncton, Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup pour la présentation, j'ai beaucoup apprécié ça. Zoom permet aussi de suivre au-delà du Québec les équipes du Québec. Puis je vous lis aussi régulièrement, donc je suis très content de pouvoir vous parler. Je me posais la question, vous avez parlé tout à l'heure en parlant du gaz de schiste, des problèmes. En fait, ça, c'est qu'on les médias n'interrogent pas les scientifiques, pas suffisamment les scientifiques indépendants. Et je me demandais, est-ce que c'est vraiment un problème des médias qui n'interrogent pas les scientifiques ou les scientifiques qui ne veulent pas parler parce qu'ils sont dans le côté académique et c'est un risque pour eux de sortir dans les médias, de prendre position et ça pose un risque pour eux? Il y a peut-être un peu des deux. Dans le cas des gaz de schiste, certainement, parce que c'était tellement crispé et tellement... l'atmosphère était tellement crispée, puis tout le monde était tellement à cran et crinqué qu'il y avait beaucoup de géologues qui ne voulaient pas prendre la parole publiquement. Et donc là, nous, les médias, avions contribué certainement à créer cette ambiance-là. Donc, c'était en partie de notre faute. Dans ce cas-là, donc oui, il y a eu... c'est ça, le monde était trop pompé, puis il y avait une certaine crainte là, du côté des géologues qui a fini par s'estomper.
Mais de manière générale, l'expérience que j'en ai, c'est que il n'y a pas tant que ça de crainte de la part des scientifiques. Je dirais peut-être même moins qu'avant. Je sens moins d'hésitation chez les scientifiques à parler, à prendre la parole sur la place publique. Peut-être, juste un petit instant. Peut-être sans. J'imagine qu'il y a eu, j'ai l'impression qu'il y a eu une prise de conscience chez beaucoup de scientifiques sur le fait que prendre la parole publiquement, prendre la parole dans les médias, c'est important. Tu sais, ça contribue à la qualité de l'information, ça contribue à une culture scientifique de manière générale. La science a des choses à dire, des éclairages à apporter sur les décisions de politique publique. La science ne peut pas prendre ces décisions-là, ça appartient aux décideurs, mais ça peut vraiment être très éclairant, très aidant. Fait que je pense que, de manière générale, non, je ne pense pas qu'il y a une hésitation. Dans certains cas, certains dossiers peut-être, puis les scientifiques sont comme le reste du monde, fait qu'il y en a qui sont plus gênés. Mais de manière générale, non, il y a pas bien d'hésitation. Il peut y avoir une crainte. Ils peuvent sans doute, j'imagine, demander conseil à leur service des coms. Tu sais. Et le fait aussi d'avoir... j'imagine, tu sais, bon, j'imagine que certains peuvent peut-être faire des calculs là, de PR au sens où, tu sais, si c'est le New York Times ou, tu sais, qui appelle... ça va être plus facile de dire oui à l'entrevue que si c'est le Daily Mail, tu sais, ou une cochonnerie comme ça. Là. Excusez, là, Non, je comprends ça. Mais donc, grosso modo, c'est ça que je répondrais. Quoi. Est-ce que les journalistes vont plutôt avoir tendance à prendre des experts canadiens francophones, par exemple, ou est-ce qu'il y a une barrière de la langue? Enfin, c'est pas une barrière de la langue parce que je me doute que les gens parlent anglais là, mais... Les journalistes, peut-être... barrière de la langue... J'imagine que la plupart des journalistes sont bilingues, qu'ils parlent anglais, mais je ne pense pas tous. Il faut aussi compter que là-dedans, que un journaliste généraliste, il y a une barrière de la langue anglais-français, mais il y a une barrière de la langue scientifique aussi, il y a du jargon. Se lancer dans une entrevue en anglais qui n'est pas ta langue, sur quelque chose de lourd, de compliqué comme ça, ça doit être un petit peu épeurant. Ça doit être un petit peu épeurant. Il faut oui, puis de toute façon, bon, tu sais, des experts, des scientifiques au Québec, on en a en masse là, sur tous les sujets. Fait qu'on on en a en masse, peut-être pas tant que ça non plus. Là. C'est un petit monde, le Québec. Là. Mais on en a. Fait que de manière générale, oui, c'est les plus faciles aussi à avoir en entrevue, là, en général. Merci beaucoup. De rien. On a une autre question d'utilisateur. Oui, bonjour, c'est moi. Désolé, je ne sais pas pourquoi mon nom apparaît. Mon nom n'apparaît pas. Denis Hébert. Je ne sais pas comment formuler ça, mais ce que je vois beaucoup par rapport au journalisme et surtout question de science, c'est que des fois, j'ai vraiment l'impression qu'ils n'ont jamais lu la méthodologie des études scientifiques. Et puis pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est là la principale. Ce qu'il faut lire d'un article d'abord, c'est vraiment ça. C'est là où on voit comment les données ont été traitées, comment ont été colligées et tout ça. Et parfois même le biais que l'étude peut avoir doit en même temps, c'est que ça ajoute justement à la crédibilité de certaines études. Ce qui fait que parfois, il y a certaines études où, je n'ai pas d'exemple en tête, où l'étude parlait au conditionnel, causerait tel dommage, et ce qui est sorti dans les médias, c'est cause tel dommage. On est passé du conditionnel à l'affirmatif. Alors que si le journaliste avait lu la méthodologie, probablement que ça n'arriverait pas, ces affirmations-là. Ce qui amène aussi, c'est en même temps, c'est qu'on parlait de journalisme généraliste, mais il y a combien de journalistes au Québec scientifiques qui ont une formation vraiment de scientifique? Combien exactement, je ne le sais pas. Je ne suis pas dedans. C'est ça. Parce que moi, j'ai une formation en histoire et en sociologie. En sociologie, par contre, j'étais du côté statistique. Là. Les méthodes qualitatives ne m'intéressaient pas du tout. Là, fait que j'ai eu
je me suis fait les dents sur les stats et le traitement de données là-bas, ce qui me sert encore beaucoup maintenant. Sur le premier point que vous avez amené, à 100%. Absolument. Souvent, ces paragraphes-là sur la métaux, c'est extrêmement important parce qu'autrement, tu ne sais pas ce qui a été fait. En tout cas, personnellement, j'ai bien de la misère à voir comment tu peux écrire un article ou faire un topo si tu ne sais pas qu'est-ce qui a été mesuré, qu'est-ce qui a été fait exactement. Tu ne peux pas l'expliquer. Fait que tu ne peux pas faire voir au monde exactement c'est quoi l'expérience, de quelle expérience concrètement on parle. Mais c'est des paragraphes souvent dans ces études-là qui sont beaucoup plus techniques, arides. Souvent, ça va aussi demander, c'est des paragraphes qui vont aussi demander d'avoir des bases de stats pour les comprendre, chose que pas nécessairement de la grosse statistique, des grosses maths fancy, là, mais au moins des bases pour s'y retrouver, chose que les journalistes n'ont pas tous, là, malheureusement. Fait que ça pourrait expliquer pourquoi. Là. Et aussi le fait qu'il y a de moins en moins de journalistes et que on demande de plus en plus aux journalistes de prendre des photos, de faire des vidéos, faire du montage. Là, c'est comme... Et le tout de produire, ben ça ajoute au problème, justement, ça. Et ce qui fait qu'amène, justement, ce qui accentue le phénomène des fake news. Aussi, et un autre aspect de tout ça, c'est que des journalistes qui sont de plus en plus pressurisés, là, à 1 texte, 2 textes, 3 textes par jour dans certains cas, c'est que souvent, ça va nous faire tomber, pas nécessairement juste ça, mais je pense que c'est ça. D'une part, on cherche des trames narratives, d'autre part, on n'a pas de temps, mais ça nous fait tomber dans ce que Pascal Lapointe de l'agence Science Presse appelle le syndrome de l'étude unique, où tu as une étude qui sort, dont les résultats sont newsworthy, comme on dit en français élégant. Et donc, tu vas faire ton article juste sur cette étude-là. Et souvent, ça peut donner ces résultats-là. En sciences, évidemment, vous le savez pas mal tous mieux que moi, les résultats doivent être reproduits. Et donc, prendre juste une étude sur une question, ben, une étude, c'est juste une étude. Est-ce qu'il y en a eu d'autres sur la même question qui ont trouvé la même chose? Sinon, ben, coudonc, peut-être qu'il n'y a pas d'histoire, peut-être que c'est juste un outlier, mais ça, c'est ça. Souvent, ça prend du temps à faire, ces espèces de revues-là de la littérature scientifique, ou au moins trouver un autre expert dans le même domaine pour faire une entrevue avec lui, parce que lui ou elle va avoir une vue d'ensemble sur cette question-là, de la littérature scientifique sur cette question-là, puis va faire sa propre revue de littérature, là, mais tout ça prend du temps à faire, et à cause de ça, effectivement, il y a d'autres sortes encore. Il y a plusieurs sortes de distorsions que ça va amener dans la sphère publique, malheureusement. OK. Ben, merci. Je pourrais en parler longtemps, mais je vais laisser la parole aux autres personnes. Merci. On va prendre Denis Harvey d'abord, qui avait une question. Oui. Écoutez, je te remercie. Je vous félicite de votre courage, M. Clich, si je peux me permettre. Ouais, franchement, je trouve ça impressionnant qu'un journaliste se prononce dans ce sens-là. Moi, je suis un ingénieur, mais je ne parlerai pas de ma vie, c'est pas là pour parler de ma vie, mais donc, je suis vraiment impressionné. Ça confirme ce que Noam Chomsky qui disait manufactured consent. Je suis content de voir quelqu'un du terrain qui confirme que le média crée le consentement. Bon, manufactured consent de Noam Chomsky, ça me confirme. Je suis content de voir ça, ça me rassure. Mais j'aurais une question. Avant que vous passiez à la question, j'aimerais juste répondre un petit peu à ça. Oui. Parce que le manufacturing consent, moi, j'ai de la misère en tant qu'ancien étudiant en sociologie avec Noam Chomsky. Noam Chomsky est un grand linguiste qui, parfois, je me dis qu'il aurait peut-être dû rester en linguistique parce que je trouve que souvent, dans sa façon d'amener les choses puis d'expliquer les choses et de les décrire, on dirait qu'il ne comprend pas tout à fait c'est quoi une structure sociale. Manufacturing consent, ça sous-entend qu'on fabrique le consentement, ça sous-entend qu'il y a une espèce de volonté derrière tout ça, alors qu'il n'y en a pas. Ce n'est pas du tout ça qu'on cherche à faire. Les journalistes cherchent à
informer, officiellement informer. Souvent, c'est ça qu'on fait. Comme on l'a vu, il y a des fois, c'est pas ça du tout qu'on fait malheureusement. Mais ils cherchent à raconter des histoires, trouver des histoires qui vont intéresser le monde pour générer du trafic. C'est vraiment ça que ma question, c'est simplement, c'est parce que, autrement dit, est-ce qu'on peut faire, par rapport à ce que la couverture médiatique du COVID, en fonction de ce que vous nous dites, c'est un peu inquiétant. C'est juste ça que je voulais vous dire. Donc, si on peut dire que certains sujets peuvent être toujours un peu dirigés, etc. Donc, je dirais que, quel est le commentaire que vous feriez par rapport à la couverture médiatique du COVID présentement, si c'est possible. Puis là-dessus, merci, je vais arrêter. C'est ma seule question. C'est sûr qu'il y a des éléments que je vois dans notre couverture qu'on fait de la COVID, dont j'ai parlé, le sensationnalisme, et il n'y a pas énormément il y a beaucoup plus de papier alarmiste que de papier rassurant qu'on va trouver, qu'on va lire. Je n'ai pas fait de stats là-dessus, c'est vraiment une impression générale. Puis il y a aussi le fait j'ai vraiment vu à plusieurs reprises cette idée-là que quand on a une trame narrative, on décide de quelle trame narrative on veut, puis que c'est cette traque-là qu'on suit, et coûte que coûte. Là. Je veux dire, j'ai fait une autre présentation l'automne dernier, une formation, où je montrais un article du New York Times, donc preuve que ça arrive même aux meilleurs, au sujet de la fameuse thèse selon laquelle la COVID serait arrivée il y a très longtemps, puis que finalement, ce ne serait pas nouveau, mais que je ne sais pas trop pourquoi. Là, en tout cas, le New York Times avait parlé d'une étude dont la conclusion, c'était que la COVID-19 est arrivée en Espagne en mars 2019. C'est apparu en Chine en octobre, novembre 2019, mais non, ça aurait été en Espagne. Eux autres, ils avaient trouvé des traces génétiques de la COVID dans des eaux usées de l'Espagne datant de mars 2019. Et là, d'abord, le journaliste avait quand même bien montré les incertitudes qu'il y avait autour de tout ça. C'est-à-dire qu'il avait dit très, très explicitement, puis il n'avait pas juste enterré ça dans les derniers paragraphes. Il avait dit très explicitement qu'il s'agissait d'une prépublication, donc ce n'était pas aussi crédible. Il avait interviewé une couple d'autres experts, d'autres scientifiques qui disaient « Ouf, non, je ne crois pas à ça 2 minutes, là, ça n'a aucun bon sens. » Il y a plein d'autres lines of evidence là, des lignes d'évidence, d'autres preuves qui contredisent ça complètement, et donc c'est pas crédible. Il y avait même, dans cette étude-là, ils avaient pris les PCR, ils les avaient faites sur 3 séquences génétiques du virus. Il y en avait une seule qui était sortie positive. Les 2 autres étaient supposées être plus sensibles, donc si c'était sorti positif, il aurait dû y avoir, les 2 autres auraient dû être positifs aussi, mais elles ne l'étaient pas. Donc, c'était vraiment des données, il y avait quelque chose de tout croche là-dedans, de très peu crédible. Puis il y avait toutes les raisons, le journaliste avait énuméré dans son papier toutes les raisons, toutes ces raisons-là, qui faisaient qu'en bout de ligne, je veux dire, il n'y en avait pas d'histoire, il n'y avait rien là, il n'y avait pas de données. Les données n'étaient pas crédibles, ils étaient contredites par toutes sortes d'affaires. Il n'y avait pas d'histoire là, mais il a décidé de faire un papier là-dessus pareil, parce que c'est une trame narrative qui est crunchy, qui amène toujours des clics et tout. Fait que, je viens de finir ma réponse, je ne me souviens plus de la question de départ, mais oui, c'est ça. Ce genre de choses-là, je l'ai. Puis à propos de cette trame narrative-là, cette idée-là que la COVID remonterait à très longtemps, je l'ai vu dans à peu près tous les médias revenir sous une forme ou sous une autre, toujours sur la base de données parcellaires, très boboches, des données auxquelles on fait dire des choses qu'elles ne disent pas du tout. Fait que oui, non, effectivement, ça n'a pas été parfait, mettons. Là. Prochaine question, on a Claude Coulombe. Je voulais dire que
Moi, je suis un des heureux lecteurs de merci bien. D'ailleurs, il est annoté à beaucoup d'endroits, mais il faut dire que je suis assez maniaque, disons, au niveau des sciences. Là. Je veux d'abord vous féliciter parce qu'il y a deux seuls trucs dans à peu près tout votre livre avec lesquels je n'étais pas d'accord. Entre autres, il y avait un truc avec lequel je suis très d'accord avec vous, c'est de ne pas nommer les gens qui font des tueries de masse parce que ça les encourage, effectivement. C'est la priorité pour plusieurs, en tout cas, c'est ce qui est cherché. Puis j'en ai parlé dans des billets dans le Devoir. Personne ne s'en occupe. Ben, à chaque fois, il y a même un phénomène d'imitation qui est très dangereux. Mais ce n'est pas là-dessus que je voulais vous parler. Je voulais parler des deux cas avec lesquels je n'étais pas d'accord. Le premier cas, c'est les tornades. En fait, vous disiez qu'il n'y avait pas en fait, une corrélation entre le réchauffement climatique et les tornades, étant donné que ce n'est pas un phénomène qui est lié à la température du sol ou des choses comme ça. Je suis à peu près d'accord avec les arguments. C'est plus que il y a un phénomène actuellement qui est en train de, en fait, qui a pratiquement été mis en place, là, découvert, c'est que la zone des tornades en Amérique du Nord se déplace. Elle se déplace d'ailleurs actuellement vers le nord-est. Donc, elle est en train d'atteindre, entre autres, la région de l'Ontario puis du Québec. Mais donc, il n'y a peut-être pas plus de tornades, en guillemets, mais ils ne sont plus au même endroit. Donc, il y a plus de tornades, en guillemets, pour un territoire donné. Okay? Ouais. C'est-à-dire la région de Montréal, la zone de l'Outaouais. Puis, je pourrais vous envoyer une référence. Là, j'ai des liens vers deux études, en fait, une étude au Canada puis une étude aux États-Unis sur ce phénomène-là du déplacement des zones de tornades. Mais bon, ça, c'est... Ben, écoutez, les médias ont la réputation d'avoir la mémoire courte et ça fait plusieurs années que je pense que j'ai écrit là-dessus. Fait que je ne sais pas trop quoi vous répondre. De mémoire, je pense que je citais la NOAA, là, donc l'administration atmosphérique et océanique américaine, qui disait, elle, qu'il ne semblait pas y avoir de lien entre les deux. Mais écoutez, peut-être qu'il y a d'autres études qui sont parues depuis ou d'autres qui étaient déjà parues que j'aurais dû consulter. Là. Bon, en fait, ce n'est pas la même chose, les tornades, les ouragans, c'est pour ça qu'il y a une différence. Mais là, il y a quand même un déplacement de la zone des ouragans. Ça déplace actuellement vers le nord-est de l'Amérique du Nord. Donc, c'est pour ça qu'on en observe plus. Donc, on en observe plus à certains endroits, puis moins à d'autres. Mais globalement, le nombre ne semble pas avoir augmenté parce que ce n'est pas les mêmes mécanismes. Non, le point, c'était plus les glyphosates. Puis je pense que il y a l'étude, la méta-étude, là, c'est qui déjà? Ça a été, c'est Wang et Liu, là, c'est la méta-étude qui font le lien, en fait, entre les glyphosates et puis les lymphomes non-hodgkiniens, hodgkiniens. J'imagine que ça, c'est quelque chose quand même récent, c'est 2019. C'est après votre série d'articles principaux sur les glyphosates, non? Après certains, ça c'est sûr. L'affaire, si c'est bien la méta-analyse que j'ai en tête, l'affaire avec cette méta-analyse-là, c'est que prend, je pense, 4 ou 5 études de cas contrôle, plus l'étude qui est beaucoup mieux faite américaine là, sur il y a des dizaines de milliers de fermiers. Là. En tout cas, ça fait longtemps, je ne me souviens pas du nom de cette étude-là, mais donc, cette méta-analyse-là mettait ces études-là ensemble. Les études de cas contrôle, et là, je ne me souviens plus si c'est vraiment ce devis d'études-là dont il est question, mais bref, IHS, oui, c'est ça. Mais le Agricultural Health Study. Mais je me souviens de... Si c'est bien celle que j'ai en tête, la méta-analyse, il y avait dans cette méta-analyse-là quelques études à la méthodologie qui n'étaient pas idéales, qui concluaient que oui, il semblait y avoir un lien. Puis il y avait l'étude, le AHS, l'étude la plus grosse et de loin la plus solide méthodologiquement, qui, elle, concluait à l'absence de lien. Puis cette méta-analyse-là mettait tout ça ensemble. Et en bout de ligne, oui, ça donnait un lien avec les lymphomes non-hodgkiniens. Mais la façon dont cette méta-analyse-là avait été faite ne me semblait pas particulièrement convaincante. Une autre chose, c'est qu'il y a un spécialiste maintenant à Québec avec qui vous devriez parler, c'est
un autre monsieur Pelletier, mais ce n'est pas celui de l'éco-toxicologie. Il est au... attendez un petit peu, je vais vous dire où il est. C'est ça, c'est Martin Pelletier. Il se trouve à l'Université Laval, au CHU. Okay? Il a fait une étude en septembre 2020 sur l'impact et la toxicité du glyphosate et des herbicides de glyphosate sur la santé et l'immunité. Okay? Personne intéressante pour mettre à jour là, vos données. J'en prends bonne note parce que j'en prends bonne note parce qu'un jour, je vais aller. Un jour, je vais arrêter de parler de la COVID, d'écrire des textes sur la COVID, puis je vais recommencer à suivre les mêmes dossiers qu'avant. Mais là, c'est sûr qu'en septembre 2020, quelque chose sur le glyphosate qui est sorti en septembre 2020, je ne l'ai pas vu, c'est sûr et certain. Il n'y a personne qui a vu ça à part. C'est ça. Parce que moi, je m'amuse toujours à vérifier les sources et tout. Cela dit, il y avait la question du col Corona, l'étude col Corona, l'étude sur la colchicine de M. Tardy. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a eu un communiqué de presse un peu malheureux, un peu vite. Moi, ce que je n'ai pas compris, c'est qu'il semble avoir interrompu l'étude. Oui. Or, s'ils avaient continué l'étude, ils auraient pu accumuler davantage de cas et avoir une meilleure signification statistique. Okay? La raison pour laquelle ils ont arrêté, c'est qu'ils avaient un comité de surveillance, je pense, là, en tout cas, un comité qui, eux, sur le comité, ils regardaient leurs résultats à 25 50 75 de l'échantillon qu'ils visaient. Puis ils disaient si ça valait la peine de continuer. Tu sais. Et ils avaient à 25 et 50 ils s'étaient fait dire que oui, ça valait la peine de continuer, ce qui indiquait que les résultats, il y avait quand même un effet. Et quand ils ont vu ces résultats-là, d'abord, il y avait une question de budget et de main-d'œuvre qui était complètement épuisée sur le bord du burn-out, apparemment, là, parce que c'était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qu'il fallait prendre des appels, parce que c'était une étude avec du monde un peu partout sur la planète. Et l'autre raison, c'était que comme il se disait, ben coudonc, tu sais, ça marche, on a des bonnes raisons de croire que ça marche, donc dépêchons-nous de répandre cette bonne nouvelle-là. Peut-être que c'était un calcul qu'ils n'auraient pas dû faire, pas de cette manière-là, mais c'est pour cette raison-là qu'ils ont interrompu l'étude. Oui, parce qu'ils ont eu la signification statistique quand ils ont retiré les gens dont on n'était pas sûr qu'il y avait la COVID parce qu'on n'avait pas pu faire de test PCR sur ces gens-là. Oui. Donc, et surtout au début, puis là, si on se rapporte au début, en mars 2020, il y avait des cas de grippe, il y avait des cas d'autres syndromes. Moi, j'ai eu ma fille qui était une ado qui a eu une espèce de rhume, puis tout le monde pensait qu'elle avait la COVID. Elle ne pouvait pas l'avoir attrapée à moins d'avoir été en contact avec un voyageur. Donc, il se peut qu'il y ait des gens à ce moment-là qui n'avaient pas la COVID qui ont été... Et ils les ont retirés parce qu'ils ont pris seulement les PCR. Sauf que, d'un point de vue strict, là, si on regarde une méthodologie, il y a beaucoup de gens qui l'ont exclu automatiquement, cette étude-là. Ils ont dit assez parce qu'on a changé le protocole en sélection. Il y a un biais de sélection là, moi, je calcule qui est bien. Ce biais de sélection-là, il y a du sens, il est bien justifié. Mais n'importe qui d'autre qui est un peu, entre guillemets, à cheval sur les principes, va rejeter l'étude du revers de la main en disant ils ont fait une sélection, on ne leur parle plus. Oui, malheureusement, c'est un peu ça qui. On va passer à une prochaine question. Oui. Avant, je voulais juste mentionner pour le glyphosate, dans le prochain Québec sceptique qui sort en avril, il va y avoir 2 articles qui vont en parler. Fait que je fais une annonce ici, là. Pour ceux qui veulent acheter le Québec sceptique, ça va être là. La prochaine, il y a M. Robin Quentin. Bonsoir. 2 questions rapides, vraiment rapides. D'abord, quel bilan vous faites de votre engagement sur les médias sociaux à l'intérieur dans le cadre de votre métier de journaliste? Deuxième question, vous parlez, c'est all COVID all the time pour vous. Vous en parlez presque chaque jour. Qu'est-ce que ça fait avec santé mentale? Bref, comment ça va? Ça va bien. Les réseaux sociaux sont plus dangereux pour la santé mentale que la COVID, je dirais. Mais non, les réseaux sociaux pour un journaliste, c'est des plateformes pour diffuser des contenus.
C'est sûr que des fois, c'est un peu tannant. Là. Il y a toutes sortes de monde sur ce réseau-là qui vont s'exprimer pas toujours de façon polie et peut-être. Bon, on finit par s'y faire, on finit par développer une carapace et par se dire pour être capable de rester poli. Là, je suis un bon gars, puis je veux pas. J'ai déjà répliqué de façon cinglante à des gens qui étaient cinglants avec moi, mais j'ai comme fini par me dire que, voyons, j'aime pas ça. C'est pas moi, là. Moi, je suis un bon gars. Puis les bons gars, ils sont pas cinglants, ils sont polis. Puis c'est pas parce que quelqu'un va se comporter comme un enfant de chienne avec moi que je vais arrêter d'être un bon gars. Moi, c'est ça que je veux voir dans le miroir le matin, un bon gars. Fait que voilà, je ne sais pas trop quel autre bilan à faire des réseaux sociaux que ça. Là. Mais oui, non, je vais bien. Surtout que mes enfants peuvent aller à l'école et tout. Fait que ça serait, pendant le premier confinement, ça va être un petit peu raide, là, avec les avoir à la maison et devoir faire mes journées à travers tout ça. Là. Mais c'est plus le cas maintenant. Là. Fait que merci de le demander. Bon, on va passer à M. Patrick Timmons. Alors, si je vais résumer en une phrase ce que j'ai entendu ce soir, c'est que ça dit les médias donnent aux clients ce que les clients veulent. Ce que les clients veulent. Autrement dit, pour des impératifs pécuniaires, les journaux, les médias sont obligés de fournir ce pourquoi la clientèle est prête à payer. Puis, ce que ça me donne un peu comme idée, c'est que les gens ne sont plus intéressés par la recherche de la vérité, ni même de la réalité. Ils sont plus intéressés par l'entertainment ou la polémique, puis que ça pourrait être apporté par le fait que maintenant, les gens sont plus anonymes. Ils sont capables de dire un paquet de choses qui fait sortir, d'après moi, le méchant plutôt que le bon. À quel point ça a de l'allure ce que je dis ou pas? Sauf tout le respect que je vous dois, pas tant que ça. Moi, je suis plus optimiste peut-être, mais ouais. Je dois admettre avoir un biais optimiste, mais moi, je pense que vous faites malheureusement un peu la même erreur que beaucoup de gens font dans les médias, au sens où, dans la manière qu'on lit les données de consultation. Dans les médias, on va interpréter ça comme une marque de confiance que les gens vont nous accorder, parce qu'ici, ils nous consultent, c'est parce qu'ils nous font confiance. Sauf que, dans un clic, il y a tellement de choses différentes qui peuvent rentrer là-dedans. Ça peut être simplement qu'on a réussi à attirer leur attention. Ça peut vouloir dire qu'on est juste bon pour le attention grabbing. J'aime mieux le terme en anglais parce que c'est s'arroger, agripper l'attention. Là. Un clic, ça peut vouloir dire ça, tout simplement. Un clic, ça peut vouloir dire que tel chroniqueur, tel polémiste, je l'haïs, puis je vais aller le lire pour le trouver cave. Je vais le référencer sur Facebook en disant non, mais quel plouc. Puis ça se fait, là. C'est des choses qui se font. T'sais. Fait qu'on court après ces clics-là, mais je pense que pour courir après ces clics-là, puis c'est un peu le point que j'essayais de faire, puis que j'ai peut-être pas été assez. Je l'ai peut-être pas bien expliqué, mais tu sais, en tout cas, sans vouloir me vanter, mes chroniques, je fais pas ça, là. J'essaie pas d'être le plus sensationnaliste possible. J'y vais avec la nuance, puis avec quand c'est rassurant, puis that's it, là, tu sais. Puis je fais pas ça. Je fais à peu près rien de ce qu'il faut faire pour attirer l'attention, puis pour que mes textes deviennent viraux, tu sais. Puis, mais malgré ça, c'est à peu près tout le temps, mes textes sont à peu près tout le temps parmi les plus lus dans les textes du Soleil. Et je pense que c'est parce que, en tout cas, moi, c'est ça que je vise à faire avec mes textes, pas viser les clics, mais viser la confiance, puis me montrer digne de confiance, mériter cette confiance-là continuellement, puis comme ça, bâtir petit à petit un lectorat. Et je pense que c'est plus ça qu'il faudrait essayer de viser. Parce que c'est ça qui est... Puis je pense qu'une partie du succès de mes chroniques tient à ça, justement, c'est que il y a tu sais, attirer l'attention, là, c'est
c'est inutile. Personne n'a besoin, monsieur, madame, tout le monde n'a pas besoin d'avoir son attention attirée par les médias. Je veux dire, il y a des tonnes et des tonnes de sites web qui font ça, des pages Facebook qui sont vraiment super bons là-dedans pour attirer l'attention, tu sais, avec des vidéos de chats, puis des choses comme ça. Commencer à se battre, à compétitionner avec ça. D'abord, on n'est pas de taille. La réalité n'est pas de taille avec les vidéos de chats, tu sais, pour devenir viral. Puis, je pense qu'il faut revenir à quoi ça sert les médias, à quoi ça sert un journaliste, ça sert à informer. Et donc, il faut que ce soit, si l'information, si notre job c'est d'informer, il faut le faire comme du monde, il faut le faire avec les nuances. Il ne faut pas y aller pour la chose la plus épeurante parce que c'est ça qui va nous amener, qui va attirer l'attention. Ça va attirer l'attention, ça va marcher. À court terme, ça va marcher. On va les avoir, nos clics. À long terme, c'est la confiance qui périclite et les abonnements qui périclitent aussi. Puis, s'il n'y a plus personne qui nous croit, on ne peut plus faire notre job. Puis, mais, comme je fais beaucoup de recherches et que je mets les nuances, puis que ça, c'est informé. Et quand on fait ces recherches-là, puis ça, c'est mon côté optimiste, quand on les fait, ces recherches-là, on est utile. Parce que monsieur et madame tout le monde, ils n'ont pas le temps et ou l'intérêt et ou les connaissances qu'il faut pour faire ces recherches-là. Ils n'ont pas les réseaux de contacts pour faire des entrevues. Ils n'ont pas c'est ça, le samedi après-midi, entre la 5e brassée de la vache et la bâche de sauce à spaghetti, commencer à downloader des rapports techniques, puis lire ça, passer des heures à lire ça. Moi, j'aime ça, là. Je suis un freak. Je suis peut-être un peu un freak, mais monsieur, madame, tout le monde ne passera pas son samedi après-midi à faire ça. Il ne passera pas sa semaine à faire ça non plus. Monsieur, madame, tout le monde travaille la semaine, puis le soir, il se repose, puis bon, tu sais. Fait que quand on fait ce que je fais, je pense qu'on est utile. Puis c'est pour ça que mes chroniques connaissent un certain succès. Parce que c'est utile, c'est à ça qu'on sert et c'est ça qu'on devrait faire beaucoup plus, je pense, pour, d'une part, regagner la confiance des gens, mais aussi, d'autre part, parce que quand on fait ça, si on est utile, les gens vont vouloir payer, vont vouloir la bonne, ça vaut quelque chose, c'est utile, les gens te donnent leur attention, tu n'as pas besoin de l'attirer, les gens te la donnent, leur attention, puis ils vont être prêts à, si ça a une valeur pour eux. Si c'est utile pour eux, ça a une valeur pour eux. Donc, ils vont être prêts à payer des abonnements. Puis là, on n'aura plus besoin de la publicité. Moi, je pense que c'est comme ça que j'essaie que je vois l'avenir du métier. Puis c'est comme ça que j'essaie de le faire, quoi. OK. Mais donc, si c'est pas réellement parce que c'est ce que le client demande, ce qu'on a vu au début, c'est des cas où c'est pas tous les médias qui ont l'intégrité que vous avez. Non, effectivement. Alors, qu'est-ce que ça serait la motivation de ces médias-là de ne pas faire justement ce que vous dites? Pourquoi ils ne feraient pas? Le métier a toujours été fait comme ça. Le métier a toujours été fait comme ça. Trouver le plus d'histoires possible, les plus grosses possibles. Et le métier a toujours été pratiqué de cette manière-là. Et donc, d'un bout à l'autre de la chaîne, là, je veux dire, des petits derniers qui sont arrivés sont les profs à l'université dans les départements de com, souvent, pas tous, là, évidemment, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais souvent, c'est d'anciens journalistes qui vont montrer le métier comme eux l'ont appris, comme eux l'ont pratiqué. Les patrons de presse sont d'anciens journalistes la plupart du temps qui, eux, c'est comme ça qu'ils ont toujours fait le métier. Donc, ils vont engager des journalistes qui vont pratiquer le métier de cette manière-là. Tu sais. C'est vraiment très, très impliqué. Inertiel. Oui, très inertiel. Puis, moi, je dois avouer, j'ai la chance au Soleil d'avoir des patrons qui me laissent être la tête dure que je suis et faire les choses à la façon, à ma manière. Puis j'ai aussi non seulement la chance d'avoir des patrons qui me laissent le faire, mais qui acceptent de voir que ça marche. J'ai déjà eu des patrons qui n'acceptaient pas de voir que des choses qu'ils ne le voulaient pas pouvaient marcher. Ceux que j'ai au Soleil acceptent de voir que ça marche et donc ils m'en redemandent. Tu sais, fait que voilà, quoi. Merci. Mais il y a tu sais, l'idée que c'est ça que le client demande,
c'est ça qu'on croit généralement dans le métier. Mais je pense qu'on se trompe. Puis ce qu'il y a de difficile, c'est que, comme j'ai dit, à court terme, on va les avoir, nos clics. Ça marche. Donc, on a l'impression que c'est comme ça qu'il faut le faire. Le renforcement est là, mais c'est un peu comme comment dire, c'est un peu le même principe que de se chauffer avec le bois de la charpente. Là. Tu vas en brûler des 2 par 4, puis à court terme, ça marche. À court terme, tu l'as, ta chaleur. Puis à court terme, le toit, il ne te tombe pas sur la tête. Fait qu'après 6, 7, 8, 9 fois, là, le toit va te tomber sur la tête, mais c'est vraiment à cause parce que j'ai brûlé le bois de la charpente qui m'est tombé sur la tête. S'il m'est tombé sur la tête, pourquoi il ne l'aurait pas fait avant? Fait que c'est le genre de situation qui, je pense, peut être assez difficile à voir, là, on va demander comprendre. plus d'études. Ouais. Merci. Voilà. On va prendre une prochaine question. J'en ai une sur le chat ici. Est-ce que parfois les médias se présentent faussement neutres? Sur le dossier GNL Saguenay, une journaliste a soulevé que le quotidien donnait autant la parole aux pros qu'aux contre. Sur GNL Saguenay. Bon, selon votre présentation, si on donne la parole autant aux représentants de l'industrie que des militants, au final, on n'a pas vraiment présenté réellement de l'information juste sur le dossier. Dans ce genre de dossier, quel serait l'idéal dans le ratio aux différents intervenants dans les médias? Il n'y a pas d'idéal de ratio universel. Moi, je dirais, il y a 2 choses que je dirais à cet égard-là. D'abord, c'est qu'effectivement, si on fait juste, on a beau donner exactement le même espace ou le même temps d'antenne aux 2 parties. Si je cite sur l'indépendance du Québec, si je donne exactement le même nombre de caractères au PR du PQ puis au PR du Parti libéral, je suis parfaitement neutre, mais est-ce que j'ai fait une bonne job d'information? Pas nécessairement, parce que j'ai juste répété du spin. Fait que là, dans ce cas-là, dans le cas du projet de GNL, les opposants vont faire du spin, l'industrie va proposer son spin à elle. Faut essayer de départager les 2. Puis c'est là que c'est difficile, c'est là que la job devient tough, c'est là que ça devient plus long à faire. Parce que là, quelle partie est vraie, quelle partie est fausse, pourquoi ceci est vrai, pourquoi ceci est faux. C'est une job de moine, puis c'est le travail de fond, là, mais bref, faut à un moment donné, il va peut-être falloir apprendre dans les médias à en faire moins, mais à en faire mieux. Là, pour, Moi, je additionnerais une chose là-dessus, c'est qu'au niveau du scepticisme, par exemple, si on donne la parole aux deux côtés de la médaille, on va donner autant la parole aux partisans de la Terre plate que ceux qui veulent démolir, par exemple, cette fausse croyance-là. C'était le deuxième point que je voulais amener. OK. Fait qu'on a une question ici de M. Jean-Sébastien. Je vais vous la lire sur le chat. Vous avez parlé de la conséquence du sensationnalisme journalistique sur la confiance envers les journalistes et dans la science, mais j'aimerais réagir aussi j'aimerais vous entendre sur la confusion à propos des sujets abordés qui est induite chez le public. À titre d'exemple, cette perception, toutes les idées se valent, mais aussi de mauvaises informations vont nuire à une bonne prise de décision. Qu'en pensez-vous? C'est un bon point parce que toutes les idées se valent. C'est assez répandu en journalisme. Puis, c'est dans certaines sortes de journalisme, ça peut jusqu'à un certain point se défendre. Parce que, le journalisme est dominé par le journalisme politique. C'est ça qui est le plus prestigieux dans le métier. C'est le beat par excellence, là, vers lesquels tant de journalistes tendent. Puis en politique, il y a effectivement des débats de valeur où ça se vaut pas mal tout. Est-ce que c'est mieux d'avoir un système plus basé sur la responsabilité individuelle, où chacun va avoir un peu plus ce qu'il mérite, ou est-ce que c'est mieux d'avoir un système plus collectiviste, où
les gens vont, les plus pauvres, les plus vulnérables vont être mieux protégés. Est-ce que c'est mieux que chaque nation ait son propre pays et son propre gouvernement indépendant, ou est-ce que ça peut être bien d'avoir des nations plusieurs nations au sein d'un même État, puis que c'est, est-ce que c'est des débats de valeur, là. Il y a pas on peut pas mesurer, on ne peut pas dire que l'un est vraiment mieux. Fait que dans des cas comme ceux-là, avoir un certain équilibre, ça peut être une bonne chose, là. Ça peut être une bonne chose à viser. Mais effectivement, dans bien des... j'ai vu ça dans bien des dossiers où on va mettre sur un même pied des opinions qui n'ont absolument pas la même valeur, là. Je pense que, par exemple, le dossier de la fluoration de l'eau, là, ça date d'il y a quelques années, il y avait il y avait plusieurs études, puis l'OMS, puis l'INSPQ qui avait conclu que ça pouvait se faire sans impact notable sur la santé, puis que ça donnait des bons résultats, mais il y a des médias qui citaient ça, puis qui citaient, et qui, en donnant peut-être des fois encore plus d'espace, un naturopathe, qui avait bien milité, bien gros contre la fluoration de l'eau. Puis donc, on faisait comme si le naturopathe puis l'INSPQ, c'était la même affaire, c'était la même valeur d'opinion, alors que c'était absolument pas le cas. Mais ça, je pense aussi qu'il y a, et c'est peut-être moi qui fais tout le temps des liens vers les mêmes choses, mais tu sais, cette façon-là, cette habitude-là qu'on a dans les médias de tout mettre les avis des uns et des autres sur le même pied, c'est peut-être aussi une façon de tenir en vie certaines trames narratives crunchy, là, auxquelles on s'accroche. Parce que si tu en as un qui dit qu'il y a un danger, puis l'autre qui dit non, il n'y a pas de danger, pour monsieur et madame tout le monde qui n'a pas le temps de faire toutes les vérifications, peut-être qu'il y a un danger. Et donc, bottom line, il y a un risque. Il est peut-être un peu moindre que si tu cites juste le gars, la fille qui dit oui, c'est dangereux, mais bottom line, du point de vue des perceptions, il y a un risque là. Il y a un danger qu'il y a un danger, donc ça veut dire qu'il y a un danger. Fait il y a bien des gens qui, dans un article, vont lire les premiers paragraphes, vont arrêter là, vont rester sur le danger et non pas sur la preuve qu'il n'y en a pas après. Non, c'est ça aussi. Fait qu'on va passer à la dernière question avec Daniel Fortier. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour la conférence, très pertinente, très à propos. Puis, merci. Je vous félicite aussi pour votre approche où vous priorisez la bonne information sur le sensationnalisme. Ça tombe tout à fait dans mes critères à moi. Et dans cet ordre-là, un peu, je vais faire référence aux conférences de presse qu'on avait beaucoup au début de la pandémie avec François Legault à tous les jours. Et j'avais l'impression qu'un nombre important de journalistes, lorsque venait le temps de poser les questions, cherchaient plutôt à poser des cols, à essayer de suggérer que le gouvernement ne sait pas ce qu'il fait, qu'il est incompétent, qu'il se contredit, que c'est n'importe quoi, plutôt que de dire, bon, mais juste aller chercher l'information. Et puis, je me demande si ce genre d'attitude-là, si elle est correctement comme je l'aperçois, là, plus ou moins répandue, peut contribuer à une certaine méfiance qui se développe dans la population par rapport aux experts, en plus des réseaux sociaux, en plus du relativisme où chacun peut s'exprimer, en plus des fausses nouvelles. Mais est-ce que cette attitude qu'on retrouve chez une partie des journalistes de toujours chercher à piéger, prendre en défaut les personnes en position d'autorité peut contribuer à cette méfiance? Je sais pas. Je sais que mon père m'a parlé de ça, ça l'énervait bien gros lui aussi. Mais ça, c'est un peu peut-être un travers des réseaux d'information en continu. Parce que ça, dans des conférences de presse classiques qui ne sont pas télévisées, un journaliste peut poser cette question-là, pas nécessairement parce qu'il pense vraiment, parce qu'il essaie de piéger, mais
parce qu'ils testent quand même, puis ça reste aussi une partie de notre travail de tester, là, ils vont toujours nous dire, leurs PR vont toujours nous dire, oui, tout ce on sait absolument qu'est-ce qu'on fait, ça n'a aucun problème, we're on top of it, là. Mais ils vont toujours nous dire ça. Mais donc, essayer de le tester. Donc, ce qui implique aussi de poser des questions qui peuvent avoir l'air d'être des pièges, qui peuvent en être des fois jusqu'à un certain point. Mais pour tester, ou non, ils ont-tu vraiment... est-ce qu'ils sont vraiment aussi en contrôle? Est-ce qu'ils savent vraiment autant ce qu'ils font que ce qu'ils disent? Maintenant, de poser ce genre de questions-là, un journaliste peut le faire, puis après ça, dans son texte, n'y fera pas ou peu référence. Il va leader sur d'autres choses, puis après ça, après 14 paragraphes, là, il va finir par par en parler un peu. Fait, mais ça, les réseaux d'information, quand on regarde la conférence de presse live, ben, on ne le sait pas, ça, les choix que le journaliste va faire. Et donc, là, on va reprocher au journaliste uniquement sa question, alors que le travail du journaliste devrait être jugé. Si dans son article, il est biaisé, comment dire, si dans son article, il revient là-dessus, puis il ignore certains des éléments de réponse pour avoir l'air de l'avoir piégé, ou, bon, là, oui. Là, oui. Mais c'est ça, le journaliste devrait être jugé à sa manière de rendre compte de cette réponse-là et de présenter ces informations-là. Fait que ça, pour ça, je comprends je comprends pourquoi ça a pu avoir l'air de ça, mais j'ai pas l'impression que c'est personnellement, je le reprocherais pas bien à mes collègues, parce que ça fait partie, si tu veux être sûr que le gouvernement sait ce qu'il fait, il faut que tu le testes, il faut que tu le pines, tu essaies de le piéger, puis OK, j'ai pas été capable de le piéger avec là-dessus, donc c'est correct, je vais présenter d'autres informations et tout ça, dont j'en parlerai pas, ou un petit peu, mais on a posé cette question-là, ils ont répondu que ceci, puis, mais c'est vraiment dans comment est-ce qu'on présente ces réponses-là, c'est plus là qui est le test critique, là, à mon sens, pour les journalistes, là. OK, c'est intéressant comme réponse. Je vais juste conclure rapidement en mentionnant aussi, c'est que pour moi, dans ce contexte, la conférence de presse et la période de questions qui suivait, c'était ma source d'information. Donc, moi, je n'allais pas ensuite consulter le travail final des journalistes sur la manière dont ils allaient rapporter les choses. Donc, c'est un point qui n'était pas présent à mon esprit. C'est intéressant ce que vous dites. Mais en contrepartie, pour des gens comme moi qui prennent la conférence de presse comme la source d'information, ça donne une autre interprétation du travail du journaliste à ce moment-là. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et puis, juste pour compléter ma réponse, parce qu'il y avait aussi la question sur la confiance envers les experts. Je ne vois pas trop en quoi ça pourrait miner la confiance des experts. Je pense que, la plupart des gens qui voient ça, si, mettons, le Dr Arruda ou un autre expert est attaqué en conférence de presse par des journalistes comme ça, de cette manière-là, qui essayent de les tester, entre la crédibilité d'un journaliste ou la crédibilité d'un médecin ou d'un expert, je pense que le public va être capable de choisir là, très facilement, puis c'est la crédibilité du journaliste qui va manger la claque, là, pas celle de l'expert, là. Okay, moi, c'est plus dans une optique d'une attitude répétée où, en tant que public, je suis exposé à cette attitude-là d'une manière répétée où je vois des journalistes toujours contester, remettre en question, tenter de piéger ou de révéler des contradictions. Évidemment, s'il y a des contradictions puis de l'incompétence, c'est important que ce soit dévoilé au public, bien sûr. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on cherche des petites bêtes noires là où il n'y en a pas toujours. Et c'est simplement, je me disais, en tant que public, à force d'être exposé par répétition à ce genre d'attitude, c'est comme si on pouvait finir par l'intégrer, par l'internaliser et dire, bon, mais finalement, quand les personnes en position d'autorité, que ce soit politique, scientifique, peu importe, nous disent quelque chose, ben peut-être notre premier réflexe ou un premier réflexe devient de questionner la personne en position d'autorité parce que c'est ça à quoi on a été exposé comme attitude. Je suis pas sûr. Je pense pas que le public ait la même réaction à ça
en ce qui concerne les autorités publiques, donc les politiciens et les autorités de santé publique qui sont plus du côté scientifique. Parce que ça fait je ne sais pas combien d'études et de sondages que je vois passer qui, quand tu demandes au monde est-ce que vous faites confiance aux politiciens la réponse est globalement non, pas très. Est-ce que vous faites confiance aux scientifiques? Ça, c'est assez stable, c'est à 80-85%, qui, même aux États-Unis et même récemment, dans les années récentes avec les réseaux sociaux, ça se maintient. Fait, il y a quand même cette image-là qui se maintient. Donc, je ne pense pas que ces conférences de presse-là peuvent vraiment entacher cette crédibilité-là. Là. Je vous remercie pour vos réponses, pour me rassurer aussi. Et merci pour la conférence encore une fois. Merci beaucoup. Et merci pour la conférence. Oui, ça a été une excellente conférence. Fait que, on va faire l'enregistrement est en cours. Fait que l'enregistrement devrait être mis en ligne dans une couple de semaines. Fait que merci encore et on va se dire à la prochaine. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci d'avoir été là. Bye bye.